de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. On commence par les titres. Lourde sentence au Burkina Faso pour Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé. Les deux généraux accusés d'être les cerveaux du putsch manqué de 2015 ont été condamnés à 20 et 10 ans de prison. Antonio Guterres a bouclé sa visite en RDC ce lundi à Kinshasa par une rencontre avec le président Félix Tshisekedi. Au centre des discussions, la sécurité et l'évaluation de la lutte contre Ebola. Au Cameroun, activité paralysée dans les régions anglophones du pays où des séparatistes ont lancé une nouvelle opération Ville morte, alors que les élèves déplacés internes qui ont fui ces régions commencent leur rentrée à Yaoundé. Bonsoir à tous. Ouvrons ce journal par le Burkina Faso où le tribunal militaire de Ouagadougou a condamné les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, les deux hommes principaux accusés dans le procès des auteurs du coup d'État manqué de 2015 et copent respectivement de 20 et 10 ans de prison. Seuls 6 des 84 accusés dans cette affaire ont été acquittés. Allons à Ouagadougou pour les précisions de Lamine Traoré. 20 ans de prison ferme, c'est la peine qu'écope le général Gilbert Diendéré, reconnu coupable d'attentat à la sûreté de l'État. L'autre général, le général Djibril Bassolé, lui aussi a été condamné à 10 ans de prison ferme. C'était les deux présumés auteurs de ce coup d'État de septembre 2015. Plusieurs autres gradés de l'ex-RSP, régiment de sécurité présidentielle, tel l'adjudant Moussa Nebiedi Rambo ou encore le sergent-chef Ali Sanou ont été condamnés respectivement à 17 ans de prison et 15 ans de prison ferme. Léon Skone et Herman Yameogo, des hommes politiques, ont été, eux, condamnés à 5 ans de prison, dont 4 avec sursis. Des gradés de l'armée et aussi des civils ont été reconnus non coupables et ont été acquittés. Le journaliste Adama Ouedraogo dit Damis a été condamné, lui, à 5 ans de prison ferme. C'est donc la fin d'un procès qui aura duré 1 an et demi. Mais ce procès du coup d'État de septembre 2015 est loin d'être terminé. En attendant d'éventuels appels des personnes qui ont été condamnées, l'audience des personnes qui étaient en fuite entrant toujours dans le cadre de ce coup d'État s'ouvre demain, selon le tribunal militaire. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou. Et dans les rues de Ouagadougou, justement, cette condamnation suscite bien entendu de nombreuses réactions. Suivant. Le verdict de ce procès, de ce coup d'État, vraiment, pour le moment, nous, on se dit que nul n'est au-dessus de la loi, bien vrai. Mais, dû à la crise actuelle que nous traversons, je pense qu'on devait attendre pour le moment, essayer d'avoir d'autres solutions, surtout en tant que des généraux du pays. Bon, on sait que pour le moment, on en a besoin de ces gens, afin qu'ils puissent utiliser leur cerveau à notre défense. Si ce verdict peut amener la paix dans le pays, ça amène la paix. Voilà, pour nous citoyens, la paix, c'est nous notre pensée sur ça. Donc, quel qu'en soit, en tout cas, la justice a été faite. Il parlait qu'après la justice, il y aurait la réconciliation. On attend maintenant voir la suite. L'essentiel est que la paix revienne dans le pays. C'est pour une première fois que notre justice aussi a fait un travail très extraordinaire, je peux le dire. Parce que depuis ils ont commencé le jugement, ça vaut de cela 2 ans de cela, et ça vient d'achever. Aujourd'hui, ils ont eu beaucoup de peine sur ça. Et vu que notre pays a l'insécurité, bon, pour moi, je pensais que si on avait les laissés, et puis, bon, en tout cas, les pardonner et puis faire une réconciliation ensemble, et puis ils vont gérer le pays. À travers le verdict, je pense que pour le symbole de la défense des institutions républicaines et l'esprit de la République, la justice a fait son travail. Également dans l'actualité, fin de la visite du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo. Antonio Guterres a rencontré ce lundi le président Félix Tshisekedi, avec lequel il a abordé différents sujets, notamment l'épidémie d'Ebola. La visite du patron des Nations Unies à Kinshasa intervient après sa tournée dans l'est du Congo.
Les détails avec Patrick Abega, notre correspondant à Kinshasa. Les échanges entre les présidents Félix Tshisekedi et Antonio Guterres ont porté essentiellement sur l'évaluation de la lutte contre Ebola et la sécurité. Les deux personnalités ont loué le fait qu'Ebola soit curable grâce aux deux médicaments mis sur pied par l'OMS. Une avancée significative dans la riposte contre la 10e épidémie qui a déjà fait plus de 2000 morts dans les 3 provinces touchées dans l'est de la RDC. Ils ont également évoqué les difficultés qui rencontrent la riposte. Il s'agit par exemple du non-respect des engagements pris par les bailleurs des fonds. Selon Antonio Guterres, seulement 15% des besoins ont été répondus, d'où son appel à la mobilisation des ressources contre Ebola. Dans le cas de l'Ebola, une semaine sans ressources, une semaine sans réponse, ça ne veut pas dire qu'on perd une semaine, ça peut dire qu'on perd la guerre avec l'Ebola, parce que les choses peuvent immédiatement se développer hors contrôle. Sa visite en RDC intervient au moment où la MONUSCO fait l'objet des critiques dans la lutte contre les groupes armés, qui d'aucuns jugent inefficace. Il ne faut pas oublier que 27 soldats onusiens sont déjà tombés dans la lutte contre l'ADF. On ne va commencer à partir de rien, mais on va tout faire pour améliorer ce qu'on fait et améliorer notre coordination avec les forces armées de la République démocratique du Congo pour faire face d'une façon plus efficace à la menace du terrorisme. Selon Antonio Guterres, la menace de l'ADF est non seulement congolaise, mais aussi internationale. Quant au président congolais, il n'a fait aucune déclaration à la suite de cette rencontre. Patrick Abega pour VOA Afrique, Kinshasa. En Côte d'Ivoire, 12 personnes ont été interpellées dans l'affaire relative à la profanation de la tombe de l'artiste Ange Didier, dit DJ Arafat, le 31 août 2019. C'est ce qu'a fait savoir dimanche le préfet d'Abidjan, Vincent Tobi Iyé. Il a indiqué que les enquêtes se poursuivent pour l'interpellation de tous les coupables et pour situer les responsabilités à tous les niveaux. Le procureur de la République a été saisi et cet acte ne restera pas impuni, précise le préfet. Au Mali, des recherches se poursuivaient ce lundi à Bamako pour retrouver d'éventuels survivants sur le site d'un immeuble qui s'est effondré dans la nuit de samedi à dimanche, faisant au moins 15 morts. 41 rescapés ont été extraits vivants des décombres. La police a d'autre part souligné avoir localisé le propriétaire du bâtiment mis en cause par plusieurs responsables locaux. Le 3e et dernier étage en construction de cet immeuble situé dans le quartier de Bankoni, Salémé Bougo, dans le nord de la capitale malienne, s'est écroulé dimanche vers 4 heures du matin. Les autres étages étaient occupés par une cinquantaine de personnes, selon des témoins. Au Kenya, les corps des 6 touristes et de leurs guides emportés par des cruyères dans un parc ont été retrouvés. Il s'agit de 5 Kenyans d'origine indienne et une indienne vivant au Kenya. Ils faisaient partie d'un groupe de 13 personnes qui souhaitaient visiter à pied les gorges d'Ol Jorowa. D'après un témoin, il pleuvait lorsque le groupe est arrivé à l'entrée des gorges, d'où est sortie l'eau qui a surpris les visiteurs. Les survivants ont pu s'échapper grâce à l'aide d'habitants. Le service kényan de la faune sauvage qui gère le parc a annoncé que les gorges étaient désormais fermées au public, avec en raison au public à cause des pluies qui continuent donc de tomber. En Tunisie, ouverture officielle de la campagne présidentielle ce lundi, un mois et demi après le décès du chef de l'État, Béji Caïd Essebsi. La commission électorale a annoncé la liste définitive des 26 candidats à la présidence qui participeront au scrutin du 15 septembre pour élire son successeur. Un scrutin indécis mais vital pour l'unique pays rescapé du printemps arabe de 2011. Plus de détails avec Blanche Sanou. Plus de 7 millions de Tunisiens sont appelés aux urnes pour l'élection présidentielle anticipée qui aura finalement lieu le 15 septembre après le décès du président Béji Caïd Essebsi le 25 juillet à quelques mois de la fin de son mandat. La campagne électorale qui a commencé samedi à l'étranger se déroulera du 2 au 13 septembre en Tunisie. Nous avons 26 candidats qui jouissent de tous leurs droits pour briguer la présidence. Vous pouvez remarquer que leurs noms ont été ajoutés à la liste primaire des candidats. Aujourd'hui, nous annonçons qu'ils sont définitivement candidats à l'élection présidentielle.
3 favoris de la vie politique tunisienne auront 12 jours pour convaincre les électeurs. Le chef du gouvernement Youssef Chahid, suivi de ses rivaux, le président par intérim du Parlement, Abdel Fattah Mourou, et l'ancien ministre de la Défense, Abdelkarim Zibdi. Mais certains sondages placent en tête Nabil Karoui, homme d'affaires et magnat des médias, détenu depuis le 23 août, après avoir été inculpé de blanchiment d'argent. Samedi dernier, lors d'un meeting à Lyon en France, le Premier ministre Chahid s'est posé en défenseur des droits humains. Nous avons 1,2 million de Tunisiens à l'étranger. Nous souhaitons aussi parler aux Tunisiens pour leur expliquer pourquoi on cherche, pourquoi nous sommes dans cette campagne présidentielle, quels sont nos objectifs, quelle est notre vision pour une Tunisie plus forte, une Tunisie plus moderne et plus développée, et une Tunisie qui vraiment croit aux valeurs universelles des droits de l'homme. Seules 2 femmes figurent parmi les 26 candidats, une campagne électorale qui s'annonce indécise avec la tension qui grimpe suite à l'arrestation de l'homme d'affaires Nabil Karoui. Malgré les avancées démocratiques après la chute de Ben Ali en 2011, la Tunisie, berceau du printemps arabe, peine à répondre aux attentes sociales et à faire baisser un taux de chômage de plus de 15% et une inflation de près de 7%. Au Cameroun, les activités sont paralysées ce lundi, jour de rentrée scolaire dans les régions anglophones du pays, où les séparatistes ont lancé une nouvelle opération ville morte après la condamnation à la perpétuité d'un de leurs leaders. Depuis près de 2 ans, ces régions du nord-ouest et du sud-ouest sont le théâtre d'un violent conflit qui oppose les forces armées camerounaises à des séparatistes anglophones militant pour la création d'un État indépendant. Une situation qui a provoqué un déplacement des populations, y compris des élèves. Dans la capitale Yaoundé, la rentrée est effective pour les élèves déplacés internes de la crise anglophone, mais avec quelques spécificités. Sur place, le reportage d'Emmanuel Juntap. En ce jour de rentrée scolaire, c'est au téléphone que Timothée prend les nouvelles des élèves déplacés internes qu'il va héberger à Yaoundé. So maybe the way that when the time that the shutdown will be over, they will hurry back to Yaoundé. But I've also put their name in the register in the school of Yaoundé. And anytime they come after the shutdown, they will go to school. Dans ce lycée, 2 salles de classe ont été aménagées pour les élèves déplacés internes. Tous les dossiers, il y avait les gens qui regardaient strictement les bulletins des enfants déplacés. Parce que c'est avec ça qu'on pouvait juger qui est déplacé et qui n'est pas déplacé. Les éditeurs ont une nouvelle fois produit le livre scolaire pour le système anglophone, malgré les pertes financières. Dans cette église de Yaoundé, les ressortissants des zones anglophones se sont aussi mobilisés en faveur des élèves déplacés internes. Le gouvernement ne cache plus son inquiétude au vu du faible taux de scolarisation dans les zones anglophones ces 3 dernières années. Emmanuel Juntap pour VOA Afrique, Yaoundé. Et puis, tout à côté, au Gabon, la Cour d'appel a refusé ce lundi d'entendre les membres du collectif Appel à agir qui réclamaient une audience sur leur demande d'expertise médicale sur les capacités du président Ali Bongo Ondimba à gouverner 10 mois après son accident vasculaire cérébral. Dans une déclaration à sa sortie du palais de justice de Libreville, Maître Jean-Paul Moubembe, l'avocat du collectif, a laissé entendre qu'en respectant la requête de la Cour de cassation qui avait demandé à la Cour d'appel de se dessaisir, la justice gabonaise a enterré à jamais cette affaire. Notons que le collectif Agir se compose de 10 personnalités de l'opposition, du monde syndical et de la société civile. Et selon le magazine américain Bloomberg, Ali Bongo a été évacué à Londres pour suivre son traitement donc. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique, les titres de cette seconde partie de votre journal. Après une autre fusillade qui a fait 7 morts ce week-end, le président Donald Trump tarde à se prononcer clairement en faveur d'un renforcement de la législation sur les antécédents des acheteurs d'armes. La Guinée a sa nouvelle reine de beauté ici aux États-Unis. Nicole Jessica Camara a été élue ce week-end à Silver Spring, dans l'État du Maryland. Enfin en sport, première victoire africaine au mondial de basketball. La Tunisie s'est imposée devant l'Iran lors de la deuxième journée. Les détails dans un instant avec Yacouba Ouedraogo. Ici, aux États-Unis, l'ouragan Dorian, qui s'acharnait lundi sur les Bahamas, a légèrement faibli pour repasser en catégorie 4. C'est ce qui ressort des dernières données du Centre national des ouragans américains. Toutefois, l'ouragan continue de représenter une menace majeure pour les États, avec des vents qui sont passés à 250 km/h. Les autorités ont ordonné l'évacuation préventive de centaines de milliers de personnes dans les régions côtières. Selon la Croix-Rouge américaine, 19 millions de personnes vivent dans des zones qui pourraient être touchées en Floride, en Géorgie et en Caroline du Sud à partir de demain. À Washington, le président américain Donald Trump a réuni les responsables des services d'urgence évoquant un ouragan qui semble monstrueux. Sur un autre front, le président américain Donald Trump salue la réponse des forces de sécurité dans la fusillade qui a coûté la vie à 7 personnes et blessé plusieurs autres au Texas. L'auteur de la fusillade a finalement été abattu par la police après avoir tiré sur ses victimes au hasard. Malgré ce nouvel incident, le président Trump ne s'est pas prononcé clairement en faveur d'un renforcement de la législation sur les antécédents des acheteurs d'armes. Un reportage de Sletika Hawk avec le récit d'Abdourahmandia. Selon la police, le suspect s'est emparé d'un véhicule du courrier postal, conduit entre Odessa et Midland, dans l'ouest du Texas, tirant au hasard sur ses victimes. Interrogé sur cette dernière fusillade, le président Trump est resté évasif quant à la législation sur les armes à feu. On pense à plusieurs lois, des idées, des concepts. Ça va prendre du temps. Les antécédents, je dirais ceci. Malheureusement, si vous vous référez aux 4, 5 ou même 6 ou 7 dernières années, pour la plupart, même les plus strictes enquêtes sur les antécédents n'auraient pas pu les empêcher. Donc c'est un gros problème. C'est un problème de santé mentale. Le sénateur républicain de Pennsylvanie, Pat Toomey, a assuré que le président veut faire quelque chose. Il n'appuie pas un projet de loi particulier, c'est prématuré. Mais lui et moi avons eu une discussion à ce sujet. D'autres sénateurs sont aussi impliqués dans la discussion. Nos personnels respectifs font un suivi très sérieux. Le sénateur Toomey a parrainé un projet de loi qui impose une enquête sur les antécédents des acheteurs d'armes en ligne et les expositions d'armes. Au moins 330 personnes ont été tuées dans des fusillades aux États-Unis depuis le début de l'année. Alors que la plupart des migrants qui arrivent à la frontière sud des États-Unis sont originaires des pays du Triangle du Nord, Guatemala, Honduras et Salvador, la patrouille frontalière américaine dans le secteur de Del Rio au Texas indique avoir appréhendé l'année dernière des ressortissants de plus de 50 pays. Ramon Taylor et Victoria Machi se sont entretenus avec des familles demandeurs d'asile qui ont traversé l'Atlantique et les Amériques en route vers la frontière américano-mexicaine en quête d'un nouveau départ. Voici le reportage que nous présente ici Irénée Herman Ongbo.
Les Centro-Américains constituent généralement le taux le plus élevé des migrants appréhendés à la frontière sud-américaine. Pourtant, dans le centre-sud du Texas, de nombreux demandeurs d'asile ont voyagé beaucoup plus loin pour y arriver. Sur plus de 51 000 arrestations, le secteur d'El Rio de la patrouille frontalière des États-Unis signale la présence de plus de 2000 personnes en provenance d'Haïti et près de 1700 autres de 36 pays d'Afrique. Dans le monde des médias sociaux, on dit qu'Akuna, situé en face de Del Rio, est un lieu sûr pour traverser. Que ce soit vrai ou pas, c'est ce que les gens entendent et ils essaient de tenter leur chance. Il caille sur l'arbre. Arrêtez-vous. Je veux l'argent. Mais tout au long de leur difficile parcours, le bouche à oreille devient un seau de foi. Originaire du Kasaï oriental en République démocratique du Congo, Julia et ses 2 filles ont fui leur pays en 2014. Le fils de Julia avait été assassiné cette année-là et resté, dit-elle, aurait mis elle et ses filles en danger. Quand vous dormez, le voleur vient, on enlève le quoi? Des tôles pour entrer. Il demande l'argent. S'il n'y a pas l'argent, si on ne va pas violer la fille, votre fille. Non. Initialement, elle s'était rendue en Angola, mais Julia dit que ce n'était pas sûr non plus. Donc en 2018, elles ont fui à nouveau. Un vol pour l'Équateur, un bus et un bateau pour la Colombie, puis 14 jours d'intenses corvées à traverser Darien Gap au Panama, un itinéraire commun pour les familles de migrants africains. Julia doit être entendue au tribunal en octobre prochain. Ce lundi est donc plein feu sur les stades avec Yacouba Ouedraogo, le reporter sportif maison. Yacouba, victoire africaine au mondial de basketball. Bonsoir John et bonsoir à tous. Effectivement, c'est la première victoire africaine donc, au mondial de basketball Chine 2019. Et cet exploit est tunisien. Les Aigles de Carthage ont réussi à remporter leur première victoire en Coupe du monde de basketball en dominant l'Iran 76-67. Lors de la deuxième sortie du premier tour, les Tunisiens ont pu compter sur un bon Salah Mejri, auteur de 22 points et 15 rebonds. Au démarrage samedi, la Tunisie avait perdu par un écart de 39 points contre l'Espagne 62-101. Reste à jouer pour les Tunisiens un dernier match face à Porto Rico ce mercredi. Pas de miracle, par contre, pour la Côte d'Ivoire, l'Angola et le Nigeria. Les Palancas Negras ont perdu 61-91 face à l'Italie, eux qui s'étaient déjà inclinés lors de leur première sortie ce week-end face à la Serbie 59-105. Deuxième match infructueux également pour la Côte d'Ivoire, défaite 71-87 par le Venezuela. Les éléphants avaient plié les Chines lors de leur premier match devant le pays hôte chinois, 55-70 de son côté. Le Nigeria est tombé devant l'Argentine 94-81. Hier, en clôture de la première journée, le Sénégal a été battu 47-101 par la Lituanie. L'équipe africaine la mieux classée au tableau général se qualifiera pour les Jeux olympiques Tokyo 2020. En football, Moléfine Seki est le nouveau sélectionneur des Bafana Bafana. Le comité exécutif de la Fédération sud-africaine de football a approuvé la nomination de Moléfine Seki à la tête donc de la sélection sud-africaine. Le technicien de 50 ans succède à Stuart Baxter, démissionnaire après la CAN 2019. Seki assurait l'intérim depuis 3 semaines. Il a été adjoint des sélectionneurs Sheikh Machaba puis Baxter. L'ancien sélectionneur des moins de 17 ans a été préféré à Benny McCarthy ou encore à Steve Kompela, qui convoitait également le poste. Seki débutera son aventure à la tête des Bafana Bafana le 7 septembre en amical face à la Zambie. Et puis, encore eux, Messi, Ronaldo et Van Dijk sont les finalistes du prix FIFA The Best. Ce trio de finalistes est le même que celui du prix de joueur UEFA de l'année qui vient d'être attribué au défenseur néerlandais de Liverpool, Virgil van Dijk. Le grand absent de cette liste, c'est bien évidemment le Sénégalais Sadio Mané, vainqueur de la Ligue des Champions avec Liverpool, co-meilleur buteur de la Première Ligue, finaliste de la CAN et auteur d'un bon début de saison. Les 3 entraîneurs masculins désignés sont tous en Première Ligue et vous le voyez, Jürgen Klopp, vainqueur de la Ligue des Champions avec Liverpool, Mauricio Pochettino, finaliste malheureux de cette même Ligue des Champions avec Tottenham, et Pep Guardiola de Manchester City. L'attribution des prix aura lieu le 23 septembre à Milan. Et pour finir, en athlétisme, le Sud-Africain Wade van Niekerk renonce à défendre son titre aux mondiaux. Le champion olympique 2016 et recordman du monde du 400 mètres a déclaré forfait pour les mondiaux 2019 à Doha en raison d'une blessure qu'il traîne depuis octobre 2017.
Victime d'une rupture de ligament croisé du genou droit, Van Niekerk, 27 ans, n'a plus disputé de compétition internationale depuis. Il avait décalé son retour à la compétition initialement prévue pour le meeting de la Ligue de Diamant à Monaco en juillet en raison d'une contusion osseuse au genou à l'entraînement, mais gardait l'espoir de s'aligner à Doha du 27 septembre au 6 octobre. C'est encore raté. À demain. Merci Yacouba. Et quel sportif ne rêverait pas d'une Miss? Et pour terminer donc, la Guinée a sa nouvelle reine de beauté ici aux États-Unis. Nicole Jessica Camara a été élue Miss Guinée États-Unis 2019 à Silver Spring dans l'État du Maryland. C'était au cours d'une cérémonie qui a réuni des artistes et des personnalités de la diaspora guinéenne également élues. La Queen Mothers, qui représente désormais la reine-mère guinéenne, et accompagnée à la Miss dans ses nouvelles fonctions ici aux États-Unis. C'est donc une soirée riche en couleurs que nous raconte ici Thierry Kaoré. Parmi les 5 candidates en liste, Jessica Camara de la Philadelphie, 24 ans, a séduit le jury à travers sa danse et son poème magnifiant sa beauté physique. Nouvelle diplômée d'une licence en architecture de l'Université de Jefferson, elle représentera la Guinée pour un mandat d'1 an. Je suis très honorée pour le title de Miss Guinée North America et j'espère que je pourrai honorer la couronne. Mon projet, c'est Aileen for Kids. C'est une association qui a pour but d'aider les enfants malades ainsi que les enfants défavorisés en Guinée. Des artistes venus directement de la Guinée ont maintenu en éveil le public. Pour la promotrice Awa Bari Diallo, ancienne mannequin et directrice de la Fondation pour le développement de la femme, c'est un pari réussi pour cette 11e édition. Ce soir, vous avez vu, vous avez témoigné. Et si vous étiez là l'année dernière, vous comparez à l'édition de cette année, vous voyez qu'il y a une grande différence. Donc, on a une nouvelle Miss. On espère pouvoir travailler avec elle pour qu'elle ait une année de succès, une année de prospérité. Et la nouvelle Miss a déjà un calendrier bien chargé. Elle doit voyager sur la Guinée, on a des projets humanitaires à faire. Et beaucoup de rencontres, beaucoup de formations. Pour le voyage en Guinée, Jessica bénéficie d'un vol en classe affaires offert par l'Assemblée nationale guinéenne et des séjours gratuits à l'hôtel Sheraton en Guinée. Également en compétition pour le titre de la reine-mère, 4 candidates dont une a été sélectionnée pour accompagner la Miss durant son mandat. Et c'est Oumou Sissé qui a convaincu le public avec cette danse un peu particulière. Tellement content à l'être là. Merci à tout le monde pour voter pour moi. Thank you very much everyone. Miss Guinée Nord-Amérique mérite d'être célébrée pour toutes les candidates, a souligné le premier responsable de la diplomatie guinéenne. Les candidates étaient toutes méritantes les unes que les autres, mais bien sûr il faut toujours qu'il y en ait une seule qui gagne. Au-delà de la célébration de la beauté guinéenne, les promoteurs de Miss Guinée Nord-Amérique veulent offrir aux lauréates des bourses qui leur permettront de poursuivre leurs études ici aux États-Unis. Bon vent à la Miss et fin de ce journal. Bonsoir.